Bienvenue dans cet épisode de Droit de réponse. Aujourd'hui, j'accueille Saïd Damzil et le thème abordé sera le web marketing, escroquerie ou réelle opportunité. Saïd, tu peux te présenter? Donc salam, je m'appelle Saïd, je suis entrepreneur. Donc j'aide les gens à se lancer sur Internet et ou les entreprises à développer leur business à travers le web marketing justement. Alors ma particularité, c'est que euh, l'objectif dans cet accompagnement, c'est d'aider les gens à non seulement créer une entreprise rentable, mais en même temps une entreprise qui puisse avoir un impact sur ce monde. Donc en deux mots, voilà ce que je peux dire sur la partie professionnelle en tout cas. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Mais tout d'abord, j'aimerais préciser que tu es mon frère. Mais toutes les questions que j'ai prises, que j'ai récupérées, que je vais te poser sont vraiment indépendantes. Je suis parti vraiment faire des recherches de fond et du coup, j'ai pris vraiment les questions qui revenaient le plus souvent. Euh, voilà. J'aimerais aussi que tu confirmes à tout le monde qu'on ne sait pas, que tu ne connais pas les questions, que tu ne sais pas ce qui va se passer à ce moment-là. C'est très Je important. sais absolument pas ce qui va se passer. Je n'avais pas envie de savoir ce qui allait se passer non plus. Et puis voilà, parce que en fait, même si le titre fait un peu peur, parce que voilà, je sais que tu vois, c'est un sujet qui divise un petit peu les gens, les pour le web marketing, les contre. Par contre, comme je suis complètement aligné avec ce que je fais, avec mon travail, avec les actions que je mets en place. Donc, je suis dans la sérénité la plus totale là. Ok. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ok. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Est-ce que être parent, c'est fait pour tout le monde, selon toi? On n'est pas né en étant entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est un choix qui soit s'impose à nous, parce que voilà, on voit que c'est la voie à suivre pour atteindre des objectifs ambitieux, soit en fait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Dans le cas où ça nous tient à cœur, c'est important pour nous et que c'est lié à ce que l'on appelle un pourquoi puissant, moi je pense que tout le monde peut entreprendre. D'accord. Comme tout le monde peut devenir parent si c'est important pour soi. Je veux dire, on n'a jamais été parent, on a appris sur le tas, on a sauté dans le grand bain, et puis on construit notre éducation au fur et à mesure. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je le vois. Dire, on n'est pas fait pour être entrepreneur, c'est pas inné chez nous, mais on peut l'acquérir, on peut acquérir cette compétence. Ok. Et une question très importante, pourquoi autant de personnes sont sceptiques? Pourquoi autant de personnes n'y croient pas du tout? Bah, en fait, déjà, on vit dans un monde assez, voilà, chaque jour, en fait, on subit des bouleversements. On vit actuellement une situation exceptionnelle. Et donc, ça vient impacter un petit peu l'optimisme des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dis sur une page d'inscription accomplis tes rêves, tout de suite, en fait, tu as toutes les alertes rouges du cerveau qui se déclenchent, qui se disent là, c'est du mytho, on peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en réalité, même si on vit dans une situation un peu qui peut paraître négative, les choses n'ont de sens que le sens qu'on leur donne finalement. C'est-à-dire que c'est à nous de choisir comment on interprète le monde autour de nous. Est-ce qu'on choisit de le voir de manière positive ou négative? Le scepticisme, c'est lié à la négativité. Et la négativité, c'est beaucoup plus contagieux, si tu veux, d'une certaine façon, que la positivité. D'ailleurs, c'est quand tu te retrouves entre amis, les discussions qui créent le plus d'émotions, le plus de débats et le plus d'émoi, eh bien, c'est tout ce qui est lié au négatif, en fait. Donc, on a cette tendance déjà, humainement parlant, à être négatif. Donc, forcément, quand on nous parle donc d'objectifs ambitieux, d'accomplir ses rêves et de choses comme ça, bah forcément, en fait, il y a du scepticisme. Et puis, il y a une deuxième réalité, et on va mettre les pieds dans le plat tout de suite, c'est que parfois, il nous arrive d'échouer dans nos vies ou de ne pas atteindre un objectif qu'on aimerait atteindre. Et cet échec peut paraître cuisant. C'est-à-dire que voilà, on veut créer une boîte, ça ne fonctionne absolument pas. Donc on est déçu, très déçu. Et plutôt que de se dire, OK, où est ma part de responsabilité là-dedans, ou de se dire, OK, qu'est-ce que je peux tirer de positif là-dedans, eh bien, on finit par faire une conclusion. Pardon.
L'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, c'est des arnaqueurs, c'est pas possible, c'est machin. Donc, du coup, on rejette en fait la faute de notre échec ou la responsabilité de notre échec sur d'autres personnes. Et ça nous arrange d'une certaine façon. Et puis, quand on le fait, eh ben, en fait, on attire d'autres personnes qui, eux aussi, ont échoué. Ces personnes-là viennent aussi alimenter, mettre de l'huile sur le feu, et on vient se conforter dans une vie standard, où on a baissé un petit peu le niveau de nos objectifs. Et moi, je pense que c'est ça qui crée beaucoup de scepticisme. Le scepticisme et la négativité, en gros, si je devais résumer, est beaucoup plus contagieux que l'optimisme et le fait de voir les choses de manière complètement hors norme, comme c'est le cas pour ceux qui réussissent. Moi, avant de faire cette vidéo, j'ai quand même posé certaines questions, s'il y avait des personnes qui avaient des questions et tout ça, et j'ai reçu au moins 3 ou 4 fois la même question, et je me suis dit, bon, je vais te la poser quand même. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer, ou peut-être c'est une excuse, je ne sais pas, qui ont peur de se lancer ou qui ne veulent pas se lancer parce que pour eux, se lancer sur le net, c'est obligatoirement montrer sa tête, faire des vidéos, etc. Et ces personnes-là ne veulent pas du tout montrer leur tête. Donc, est-ce que c'est compatible d'être entrepreneur sur le net sans montrer sa tête? D'accord. Ok. Airbnb. Airbnb, tu connais? Hmm, Tu connais leur tête? Tu connais pas leur tête. pas du tout. Il y a Airbnb, il y a quoi comme autre site internet? Alors, leur tête, elle est connue aujourd'hui, je veux dire, mais je veux dire, il ne faut pas de personal branding. En fait, c'est pour ça qu'il y a une vision assez binaire des gens, c'est de se dire web égale montrer sa tête. Non, en fait, web n'est pas égal à montrer sa tête. Tu veux montrer ta tête, marhaba, c'est une stratégie, tu vois. Tu veux montrer ta tête, faire ce que l'on appelle du personal branding, c'est une stratégie. Tu ne veux pas montrer, eh ben, tu ne montres pas ta tête, tu utilises d'autres moyens, d'autres canaux qui te permettent de gagner en visibilité. Tu peux écrire des articles de blog, tu peux faire des podcasts. Si tu veux pas qu'on entende ta voix, bah, il y a d'autres possibilités aussi. Et puis le web, ça ne se résume pas à l'infoprenariat. Le web, c'est plein de métiers, d'opportunités différentes. Tu peux créer un site qui vend des services, tu peux créer une application mobile, tu peux devenir influenceur ou non. Il y a plein de choses en fait que tu peux faire sur Internet. D'accord. Donc encore une fois, tout part de toi. Et à partir du moment où tu as décidé comment tu voulais vivre une journée idéale, bah, tu choisis le modèle économique et le modèle commercial qui te correspond le plus. Donc, après, tu as des personnes qui, ça les embête de ne pas se lancer. Mais tellement ils ont peur de se lancer et ils ont peur, ils ont trac comme quelqu'un qui, pour la première fois, va rentrer sur une scène et puis parler devant un public de 200, 300 personnes. Bah, tu as le trac, tu es en panique. Donc, il y a deux façons de gérer ce trac. Soit tu avances et tu dis, vas-y, je fais mon truc, de toute façon, j'ai de la valeur à partager avec les gens et je suis là pour ça. Et puis, auquel cas, bah, pendant les 2-3 minutes qui commencent, bah, tu n'as pas de salive, tu es en panique, etc. Et puis après, bah, tu te sens bien. Soit tu dis, non, j'y vais pas. Mais si tu dis j'y vais pas, tu peux pas dire que c'est de la faute du public, tu peux pas dire que c'est de la faute de la scène, tu peux pas dire que c'est de la faute de. Non, c'est toi, tu n'as pas voulu y aller, c'est une décision, soit en accord avec et on n'en parle plus, tout simplement. D'accord. Donc, quand on veut prendre une décision, et moi, alors, j'en parle sans. C'est un rappel que je me fais à moi-même. Moi, il y a des moments où le projet est tellement balèze que je me dis, ouais, mais vas-y, t'as vu, il y a tel bug, il y a tel machin, il y a tel truc que je peux pas faire. Et puis, parce que j'ai des outils aujourd'hui qui me permettent aussi de réinterpréter ce que mon état interne me dit, je me dis, OK, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que j'ai peur, ça ne fonctionne pas. Et comme ça ne fonctionne pas, bah, ça crée tous ces bouleversements émotionnels. Donc, comment je fais pour gérer ça? Bah, j'avance. Parce qu'en réalité, je ne serais pas fixé sans avoir mis en place des actions, obtenu des résultats. Et quand bien même ça ne marchait pas, j'aurais appris autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une façon de gérer aussi le modèle du monde que l'on a, enfin, la façon d'interpréter un business. Si tu veux ne pas te montrer, si vraiment c'est important pour toi l'entrepreneuriat sur le web et tu ne veux pas te montrer, tu ne veux pas qu'on entende ta voix, bah, choisis un modèle économique, un modèle commercial qui te permet de le faire simplement. Mais est-ce que c'est pas beaucoup plus difficile de se lancer sur le net sans montrer sa tête? Est-ce que c'est pas beaucoup D'accord. plus compliqué? Parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a
il y a un système de confiance entre l'entrepreneur et le client. Ça veut dire il te voit, il sait qui tu es, il te fait confiance. Il te voit pas, il sait pas à qui il donne son argent, à qui voilà, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Peut-être que la personne elle a envie de coacher, mais elle n'a pas envie de montrer sa tête. Comment coacher sans montrer sa tête? Tu vois ce que je veux dire? Comment avoir, Je vais dire, comment euh, comment instaurer une confiance entre le client et la personne sans montrer sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est possible, mais est-ce que c'est pas beaucoup plus difficile que de montrer sa tête directement? regarde, je vais te donner un exemple. Tu vois, quand tout le monde montre sa tête aujourd'hui, le fait de ne pas montrer sa tête et de dire pourquoi tu ne montres pas ta tête, en fait, ça instaure plus de confiance que quelqu'un qui va montrer sa tête et que, tu vois, il va pas être rassurant dans sa façon d'amener les choses. Exemple, j'ai pas envie de montrer ma tête. Je suis dans un autre marché, je vais pas montrer ma tête. Et ben, je peux dire, écoutez-moi, j'ai un produit. Mon produit vous permet aller, de, optimiser votre corps et votre esprit. J'ai un produit, je viens de le créer, qui permet d'optimiser le corps et l'esprit. Volontairement, je ne veux pas montrer ma tête parce que ce qui est important dans cette relation qu'on a entre nous, c'est vous, c'est votre objectif et c'est la solution que je vous propose. Basta. Et donc, je ne vous montrerai pas ma tête. Et voilà, comme ça, on est fixé. Quand tu dis ça aux gens, en fait, quand tu es clair avec les gens et quand tu annonces ton positionnement de manière qu'il est différent de tout ce qui se fait sur le marché, et tu peux même m'ajouter, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la mode, hein, du selfie, tout le monde monte sa tête, etc. Moi, vous ne verrez pas ma tête, mais vous verrez toutes les solutions que je propose et on pourra échanger à travers quelque chose de concret. En fait, je peux faire du cinéma. Et ben, sincèrement, tu vas attirer un public d'engagés, de gens qui vont dire ouais, il a raison, pas sa tête, ça sert à rien de montrer sa tête. Donc tout, tu fais. Il y a un truc qu'on apprend dans le marketing que j'ai appris très tôt, c'est transformer des faiblesses en avantages. D'accord? Par exemple, si tu écris un livre et que le livre fait 50 pages, alors que sur le marché, tous les livres font 100 pages, plutôt que de dire ouais, c'est un petit livre, tu peux dire ça. Ouais, c'est un petit livre, mais il est bien, nanani. D'ailleurs, j'ai un petit prix aussi. Petit livre égale petit prix, bien sûr, tu vois. Mais si tu dis, OK, moi, je sais que vous n'avez pas le temps, donc on fait un livre de 50 pages. Vous le lisez en 10 minutes. En 10 minutes, vous avez accès à la solution. Bah, en fait, ça change tout dans la façon de l'amener. Tu vois? Donc, il y a un vrai marketing de soi à mettre en place. J'ai des faiblesses. Comment je fais pour les transformer en opportunités? J'ai une faiblesse, j'en parle tout de suite, en fait. Vous ne me verrez pas, mais vous verrez mes solutions. C'est bien pour ça que vous êtes là. Tu vois ce que je veux dire, Rachaud? Ouais, je vois le truc. Je vois le truc. Et les clients ou les personnes normales qui n'ont jamais fait de marketing ou des personnes qui ont fait des marketing mais qui veulent se former plus, veulent plus de gratuit. Il y a les entrepreneurs, eux, de leur côté, qui se disent le gratuit, c'est contre-productif. Donc, moi, je te pose la question, toi, marketeur, est-ce qu'il est essentiel de faire du gratuit ou bien il faut tout faire payer? Ok. Alors, je ne peux pas aussi pas donner une réponse tranchée sur la question, mais je pourrais donner un exemple. Tu vois, tu sais, quand tu vas au marché et que tu vas acheter des fruits et des légumes, tu as deux types de vendeurs. Tu as le vendeur en fait qui va te vendre ses fruits et légumes, qui va crier, qui va dire venez acheter mes fruits, mes légumes, etc. Tu achètes, tu peux être déçu comme tu peux être satisfait. Et tu as celui en fait qui va te dire ok, juste goûte. C'est la mangue, cette mangue-là, on l'a cultivée. Alors, il ne cultive pas trop, mais bon, on l'a bien sélectionnée avec amour et elle est super goûteuse. Juste goûte, achète rien chez nous. Juste tu goûtes. Et donc, tu goûtes et c'est génial, c'est super bon. C'est l'une des meilleures mangues que tu as mangées de toute ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Forcément, tu achètes. Tu achètes pour deux raisons, parce que c'est bon. Donc, ça comble un de tes besoins si tu es un gourmand comme moi. Et le deuxième objectif, c'est qu'il a créé un lien avec toi. Donc, pour moi, le gratuit sur Internet, c'est un peu ça. Tu proposes du contenu gratuit pour ces raisons-là, pour créer un lien avec ton audience, pour répondre à un besoin qu'ils ont, d'accord? Et en même temps, ça vient prouver ton expertise. Euh, le côté obscur du gratuit, c'est de donner trop de gratuit. Et je le sais parce que j'ai donné trop de gratuit. Moi, je le sais, tu vois. C'est un peu comme quand tu gâtes trop tes enfants, quand tu leur achètes des bonbons tous les jours. Bah, est-ce que c'est bénéfique? Donc, la première fois, ça leur fait plaisir. Ça crée entre vous. Le lendemain,
Ah, ok, c'est cool. Mais pendant un mois, ça crée des caries. D'accord? Ça crée des caries et puis ça devient des enfants gâtés. Tu leur achètes tout ce qui bouge et du coup, ils ont du mal à être autonomes. Ils ne développent pas le muscle de l'autonomie. Tu vois ce que je veux dire? Et les clients, c'est un peu ça. Quand tu leur donnes trop de gratuit, eh bien, on a l'impression que tout est acquis et puis ça finit par les. Alors, on a dit. Bon, bref, je sais pas trop. Ça finit par les. Tu vois, en fait, en gros, voilà, tu crées Et une au final, dépendance. Voilà. ils comptent que C'est ça. sur ce contenu gratuit ou bien sur toi qui vient les aider. C'est important ce que tu dis parce que je trouve que c'est tout à fait vrai. Mais la question, c'est comment jauger, comment leur donner juste ce qu'il faut de gratuit et après, Très bonne question. pour les emmener au payant et pour qu'ils soient autonomes. Question. C'est une excellente question et tu vois, ça me vient à prouver que la réponse que je t'ai donnée avant était incomplète. Quand on vient de se lancer dans un business, quel qu'il soit, l'une des meilleures stratégies, à mon sens, aujourd'hui, au moment où je fais cette intervention, c'est ce que j'appelle la stratégie de contenu, d'accord, qui consiste à partager du contenu de forte valeur ajoutée, quel que soit ton marché, même si tu vends tes fruits et partager du contenu avec des conseils sur comment avoir une meilleure santé et autres, bah, ça fait partie de la stratégie de contenu, ça peut être bénéfique pour ton business parce que ça crée un lien et ça crée de la valeur dans ta relation avec le client. Quand on vient de se lancer, pour moi, en fait, il est indéniable que voilà, il faut absolument balancer à travers des articles, des vidéos, euh, des posts, quel que soit le format, mais inonder son marché de contenu gratuit. C'est important. Quand on a prouvé son expertise, on a prouvé que le produit, on peut se permettre de moins en faire et qu'on a une audience surtout, on peut se permettre de moins en faire et de travailler sur des stratégies un peu plus chirurgicales, c'est ce que l'on appelle les tunnels. C'est-à-dire que tu crées un contenu gratuit, les gens s'inscrivent et puis progressivement, en fonction de leur intérêt, tu vas leur proposer l'offre ou le service qui correspond le mieux à leurs besoins. C'est ça les tunnels finalement. Et donc dans ce cas-là, ouais, tu limites un peu le gratuit que tu vas donner parce que sinon, les gens n'iront pas au bout. Donc, quand tu viens de te lancer, donne du gratuit. De toute façon, tu n'es pas connu et c'est ta meilleure arme, ton meilleur outil, ta meilleure ressource pour créer une communauté fidèle. Et quand tu es déjà lancé, tu as déjà prouvé ton expertise, on sait qui tu es, on sait que c'est de la qualité, tu peux te permettre d'en donner moins, parce que déjà, tu en as donné beaucoup, et travailler sur des stratégies beaucoup plus précises. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer sur le net par peur que ce soit un marché fictif, que ce soit un marché pas stable du tout. Tu vois, on se dit parfois, OK, mais je me lance sur le net, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter et du coup, j'aurais fait tous ces efforts pour rien. Est-ce que ce marché-là, pour toi, il est stable? Comment il va évoluer par la suite? Parce que là, on commence à avoir, on va dire, beaucoup d'entreprises fleurissantes sur le net. Est-ce que ça va durer? Est-ce que voilà, c'est quoi la Je vois finalité ce que de l'entrepreneuriat sur le net? fait n'est pas un marché. C'est ce qu'il faut savoir. Internet, c'est un outil, environnement dans lequel il y a d'innombrables modèles économiques. C'est pas, on ne peut pas dire que c'est un marché en tant que tel, tu vois. C'est là où les gens en fait sont assez binaires dans leur conception du web marketing. C'est que on balance le mot web marketing comme ça, mais rien que le web marketing, c'est un océan de savoir et de mondes différents. Ensuite, ça c'est une objection qui est assez souvent les gens de me lancer parce que je ne sais pas de sera fait demain. Est-ce que ça va continuer à marcher dans 5 ans, 10 ans? Alors, probablement, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que ça sera autre chose. Mais si tu n'as pas pris le train en marche, tu ne pourras pas progresser. Je te donne un exemple concret. Je pose aux gens qui soumettent cette objection. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, en plus, on vit dans une époque où il y a plein de commerces physiques qui ont fermé, il y a plein de commerces qui étaient et dont l'action est en train de dégringoler en bourse. C'est le cas de tous les domaines dans tous les transports, les avions, c'est quand même des marchés qui sont habituellement. Qui aurait pu prédire que là, suite donc au Covid, eh bien, on est tous ces marchés qui s'effondrent et que bah, ce qui fait le travail à la maison, c'est le web, c'est à la dématérialisation. Personne n'aurait pu le prévoir. Donc en fait, on ne peut pas de quoi sera fait demain, on ne peut pas la vie dans 5 ans, dans 10 ans. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est avancer. Parce que plus on va avancer et plus on va développer une expérience. Cette expérience, elle va venir en formation qu'on a déjà. Et c'est cette
enrichissement d'informations qui nous permet mon choix si on voit que le domaine dans lequel on est en train de travailler, il nécessite une évolution ou un changement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie aussi de la vie d'entrepreneur de prévoir ces risques-là. Tous les ans, quand je travaille sur mon activité, et c'est quelque chose que je partage avec les membres, tous les ans, quand je travaille sur mon activité de l'année suivante, je fais le point sur plusieurs choses. Je regarde s'il y a eu un changement de culture dans le monde. Je regarde s'il y a eu un changement, une évolution technologique à part, s'il y a des tendances. Je regarde où en sont mes clients dans leur vie. Et tout ça, ça me permet de prendre des décisions adaptées à la situation de manière globale. J'étais blogueur. Aujourd'hui, je consulte en web marketing. Je lance des événements sportifs qui n'ont strictement rien à voir avec le web marketing en tant que tel. Donc, je fais énormément de choses qui n'étaient pas prévues au moment où j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale. Donc, pour résumer, encore une fois, je parle beaucoup, hein, on pourrait faire un webinar de 3 heures. Pour résumer, je dirais que faut se concentrer sur là où, tu sais, quand on gravit une montagne, ça sert à rien de constamment regarder le sommet. Le sommet, on l'a regardé, on voit où c'est, et il faut se concentrer sur là où on met les mains. D'accord? On met les mains, les pieds, et on monte progressivement. Et à un moment donné, on va se rendre compte qu'on est arrivé au sommet. Donc, c'est un peu comme ça que je conçois l'entrepreneuriat et les projets. Je ne pose pas des questions à 5 ans, à 10 ans, parce que le monde évolue très vite. Par contre, je sais que mes actions viendront me donner de nouveaux outils qui me permettront d'arriver au sommet dans les meilleures conditions possibles. Franchement, c'est top. Mais il y a un problème aussi que les gens ont remarqué, qui revient souvent, c'est qu'il y a énormément de marketeurs qui font de la publicité Facebook, on les voit un petit peu partout, et ils poussent comme des champignons. Le souci, c'est euh, comment reconnaître un bon marketeur à un mauvais marketeur? Comment reconnaître une bonne formation à une mauvaise formation? Donc, en fait, j'ai écrit un article l'année dernière sur les 15, les 15 questions, d'une certaine façon, à se poser avant d'acheter une formation web marketing. Parce qu'effectivement, quand on est sur un marché où il y a des opportunités commerciales, on a tendance à avoir des charlatans qui arrivent. C'est normal, hein, c'est dans tous les marchés comme ça. Dans le coaching, on a connu ça. Dans l'entrepreneuriat, Internet, on a connu ça. Le e-commerce, chaque fois qu'il y a de l'argent à générer, eh bien, on a un certain nombre une foule de charlatans qui arrivent. Alors, je fais vite fait une avance rapide. Le marché va s'épurer au fur et à mesure que l'on avance parce que les charlatans ne restent pas bien longtemps sur le marché. Maintenant, le conseil que je pourrais donner aux personnes qui veulent se former sur Internet, c'est d'aller regarder, en fait, non seulement l'histoire de la personne qui s'est lancée, historique. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est lancé hier? C'est quelqu'un qui a quand même plusieurs années de danse? Est-ce qu'il y a des commentaires positifs ou négatifs? Travail. Parce que on peut, il n'y a personne qui va avoir 100% de commentaires positifs. On va forcément faire des déçus quand on est une entreprise, de notre fait parce qu'on s'est loupé par rapport à l'expérience client, soit parce que le client est insatisfait pour des raisons qui le concernent lui. Mais dans tous les cas, il y a un historique. Et c'est cet historique qu'il faut aller regarder. Par exemple, je prends l'exemple des développeurs web. Quand tu veux faire développer un site Internet, avant de donner ton argent à une entreprise, tu vas regarder, en fait, tu lui demandes son portfolio, c'est-à-dire les entreprises avec lesquelles elle a travaillé. Tu peux aussi aller interroger des clients, parce que les clients, en fait, n'auront pas d'argument, n'auront pas d'intérêt donc voilà, il y a vraiment un vrai travail à faire, surtout qu'aujourd'hui, une bonne formation web marketing, ça coûte au minimum 1 000 euros. Donc, on n'investit pas comme ça sans s'être un minimum renseigné sur la personne. Et je pense que l'historique et l'ancienneté, c'est la base. Est-ce qu'il y a des charlatans? C'est aussi ta question. Oui, absolument. Il y a des charlatans. Il y a des gens en fait qui vont te vendre de la théorie. Et la théorie, je le sais, aujourd'hui, tu lis un livre sur le web marketing, même si c'est un best-seller, ça a été écrit par le meilleur entrepreneur dans le domaine, c'est pas gage de réussite en fait. Ce qui va fonctionner, c'est les actions que tu vas mettre en place et ta propre expérience qui va te permettre de forger justement une idée sur la question. J'entends. Que penses-tu du dropshipping? Le dropshipping, Mm. excuse-moi, ça a coupé. Ok, le dropshipping. Moi, j'aime pas trop le dropshipping. Alors, j'aime et j'aime pas. Les deux en même temps. Alors, la praticité, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant avec le dropshipping, c'est ce que je faisais moi quand j'avais Islamic Deal, c'est qu'on on collabore avec un vendeur
Et nous, on s'occupe de la partie marketing d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on met en avant ce vendeur ou ces produits, on les vend sur notre site internet, on prend les paiements. Et puis quand le paiement est fait, eh bien, automatiquement, on envoie le virement au vendeur et le vendeur livre le. Bref, c'est un partenariat à trois où tout le monde est gagnant, le client il est gagnant, le vendeur il est gagnant parce qu'on est gagnant parce qu'en fait on génère une commission sur ou une marge sur le produit. J'aime ce modèle en fait, ce que ça permet d'apporter. Pourquoi je n'aime pas le dropshipping? C'est pour l'état d'esprit. Aujourd'hui, quand on est un dropshipper, l'une des principales missions que l'on a, c'est d'aller chercher ce que l'on appelle des produits tendances. Et donc, on devient un peu un opportuniste. Donc, on commence à chercher un produit tendance sur Alibaba, sur AliExpress, sur ces sites-là, sans vraiment se soucier, si tu veux, de la qualité de service ou du besoin du client. Donc, ce n'est pas un commerce ou un modèle qui me correspond. Moi, j'aime bien les relations sur le long terme avec une communauté, créer une communauté, sonder ses besoins, et à partir de ces besoins, créer un produit ou créer des services, tout ça. Et le dropshipping, ce n'est pas ça. Le shipping, il est, à mon sens, un peu dangereux quand on en fait un métier et la source de revenus principale, parce que beaucoup de temps dans notre travail finalement, et donc notre état d'esprit, l'état d'esprit que l'on a sur le plan professionnel, il a aussi, c'est le même que l'on a dans le côté personnel. On est un opportuniste et voilà, on est tout le temps à l'affût de la bonne occasion qui vient nous dans le côté professionnel. Bah forcément, dans les relations humaines, on va adopter le même état d'esprit. Et c'est ça que je trouve dommage. Mais ce qui peut être intéressant, le dropshipping pour les gens, c'est, exemple, j'ai une marque. Donc, j'ai une marque Impact, Muslimepreneur, saïdamzil.com. Il y a un état d'esprit derrière cette marque, il y a un message à véhiculer. Et donc, je vais produire des t-shirts, des mugs, des accessoires et les vendre en dropshipping. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas expert dans ce domaine-là. Donc, je prends contact avec une entreprise qui le fait et je vais vendre ça sur mon site internet. Et directement, c'est l'entreprise qui livre les gens. Ce genre de dropshipping, j'aime. C'est quelque chose que je vais pratiquer sans un proche avenir. On parle beaucoup de personnes qui n'ont aucune éthique. Moi, j'aimerais avoir ton avis sur le sens de l'éthique. Pour toi, Saïd Hamzil, qu'est-ce que l'éthique? Première question. Question qui va avec, comment tu arrives à allier le business et ta propre éthique? Ok. Tu vois, encore une fois, dans la question, tu vois, c'est comme si, en fait, on séparait, on opposait l'éthique et le business. C'est pas ça du tout, en fait. Le business, aujourd'hui, je sais pas, toi, quand tu vas au supermarché, tu achètes des choses. Heureusement qu'il y a des gens pour te vendre des choses. Quand tu vas au restaurant, bah, heureusement qu'ils sont là pour te proposer des prestations. Je veux dire, le commerce, c'est quelque chose qui, à la base, est positif. Alors, on peut pas, en fait, tu vois, moi, je suis musulman. Euh, une partie et de confession musulmane également. Et il n'y a rien de pire pour un musulman que d'être stigmatisé et qu'on vienne nous parler des fautes des autres, en fait. Ouais, tu as vu, un tel, il a rien à voir avec l'islam, et on vient, on te dit, ouais, tu as vu, lui, il a fait ça et tout, qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est énervant. Et donc, pour un marketeur, c'est la même chose, en fait. Quand on vient à opposer l'éthique et le business et qu'on a des questions comme ça, un peu qui voudraient dire que le business n'est pas éthique, que le business de façon générale n'est pas éthique, bah, ça m'embête un peu. Maintenant, pour répondre à ta question, l'éthique, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, en fait, à partir du moment où tu commences à entreprendre, il faut garder à l'esprit une règle d'or. Le client doit être au centre de ton entreprise, de la réflexion de ton entreprise. Quand tu as un changement à faire, quand tu as une décision à prendre, quand tu as quelque chose que tu veux améliorer, bah en fait, tu le fais. C'est d'abord le client qui est au centre de la réflexion. Est-ce que cet outil lui, à atteindre ses objectifs? Donc déjà, il y a ça, il y a de la bienveillance. On peut dire que c'est un premier mot, créer bienveillante. Ensuite, il y a l'authenticité. Pour moi, l'authenticité et l'honnêteté, c'est-à-dire que quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que je n'avais absolument pas besoin et qu'il ne fallait pas pour aller travailler, ben, en fait, j'ai compris ce que ça voulait dire business. En fait, j'ai compris ce que ça voulait dire quoi, l'épanouissement dans un business. Au départ, quand on lance une entreprise, on veut bien faire, on est très professionnel, on veut essayer de. C'est pas nous en fait. Et on se fatigue. On n'est pas différent d'un salarié. On a un job. Donc l'authenticité également.
Donc l'authenticité et l'éthique sur le plan religieux, pour moi, eh bien, c'est tout le respect de toutes les règles, comme ne pas mentir, être franc. Quand tu vends quelque chose également, l'éthique, c'est aussi ça. Quand tu vends quelque chose, tu le présentes tel qu'il est réellement. Tu vois, en islam, il y a une règle dans le commerce musulman qui est ne pas faire de vente, ce qu'on appelle des ventes aléatoires. C'est quand le client ne sait pas trop ce qu'il achète. Il arrive sur la page, c'est flou. Donc, s'il te donne son argent, c'est pas cool parce qu'en fait, il ne sait pas ce qu'il a acheté. Donc, en gros, voilà, l'éthique, comment je fais pour lier les deux? En fait, je ne me pose pas la question comment je fais pour être un papa bienveillant. Je ne me pose pas la question. Je suis un papa bienveillant, basta, tu vois. Dire la bienveillance, c'est quelque chose qui doit être inné chez nous. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à une fois, Ça mais répond totalement à ma question. C'est vrai que je te pose des questions, mais c'est parce que c'est des questions qui reviennent le plus souvent, donc il me doit de te les poser. Donc c'est très important de le non, faire. t'inquiète, je t'en veux. Donc Alors vas-y, enchaîne, envoie tous les il n'y a pas missiles que de tu souci. as, parce que Il y a franchement, je beaucoup de suis prêt à y personnes. répondre. Là, jusqu'ici, ouais, jusqu'ici, franchement, je suis dans ma zone de confort. Donc si tu peux, si tu Oui, as un truc il n'y a pas de souci. un truc chaud, vas-y, hein. On va y venir. On parle beaucoup de personnes qui s'inspirent du modèle américain. Il y a énormément de personnes qui s'inspirent Ouais. justement du modèle américain. Euh, Est-ce qu'il est adapté aux Français, sachant que les Français et les Américains ont deux mentalités complètement différentes? Hum, ok, c'est une très bonne question. Alors, moi, j'aime trop le marché américain pour critiquer le marché américain. L'état d'esprit américain, j'aime. Parce que l'état d'esprit américain, c'est tout est possible. Tu vois ce que je veux dire? On est là, on est en train de discuter dans un garage, on fait un truc, après ça devient Apple, ça devient YouTube. Euh, moi, ça me fait kiffer. Tu sais que des fois, je lis les commentaires avant d'acheter un livre sur Amazon, je lis les commentaires et c'est qui ont été écrits par des Américains. Et donc, les Américains qui disent, oh, yes, it's very good, nanana, c'est genre, ils sont là, ils ont kiffé le livre. Et tu as les Français qui disent, et voilà, encore une réussite à l'américaine. Nanana. Parce qu'on est négatif, on aime bien se plaindre. Donc moi, en fait, mon rêve, c'est quoi? C'est d'importer cet état d'esprit où tout est possible, qui devrait déjà être en nous, parce qu'en fait, on est musulman. Donc quand tu es croyant, sans parler de musulman, quand tu es croyant de façon générale, tu crois en un Dieu. Si tu crois en un Dieu, c'est que tu crois en toutes les possibilités. Tu vois ce que je veux dire? Tu crois en toutes les possibilités. Tout est possible à partir du moment où il va te donner un coup de main, il va t'aider, il va te soutenir. Ok. Donc, moi, c'est ça l'état d'esprit. Et les Américains, les Américains, ou quand je suis des cours ou des formations où j'échange dans des masterminds avec des Américains, il y a une vraie différence de logique, en fait. Dire que même moi, je m'estime, alors que je suis quelqu'un d'assez optimiste, j'estime que je suis très pessimiste quand je suis dans ces regroupements-là parce que, en fait, je leur pose des questions. Je vais donner un exemple concret. Récemment, voilà, donc je suis en train de réfléchir à créer une fondation dont l'objectif ce serait de vraiment diversifier l'éducation, mais une nouvelle forme d'éducation à tous les pays en voie de développement, donc qui n'ont absolument rien. Alors même pas les pays en voie de développement, mais les pays dans une précarité voilà, avancée. Et je dis, mais voilà, il va falloir combien de temps? Peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce qu'il y a un plan? Et donc le gars me répond, pourquoi 10 ans? Pourquoi tu ne peux pas faire ça cette année? Et je dis non, mais quand même, il faut de l'argent. Nanana. Et en fait, tout ce que je lui ai dit, c'était que des croyances limitantes. Parce que je pouvais tout avoir. Et ça, c'est des blocages que l'on a. Donc, est-ce que le marché américain, est-ce que l'état d'esprit américain, il est adapté aux Français? J'ai envie de te dire, il devrait être adapté aux Français parce qu'on y gagnerait beaucoup plus à être aussi optimiste. Euh, est-ce que c'était ça ta question? C'était ça ma question. Et là, je vais venir à une question qui est importante aussi. Il y a un truc que beaucoup de personnes se posent, et moi-même, je me pose et je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'il y a des personnes qui vont acheter des formations super chères, mais qui ne vont jamais les faire? C'est quoi le problème? C'est des acheteurs compulsifs, c'est quoi? C'est des consommateurs, mais qui consomment même pas au final. C'est pourquoi? C'est pour se rassurer, c'est une question que je te pose. Non, c'est humain. Alors déjà, ils n'achètent pas des formations très chères. Ils investissent dans un moyen d'atteindre un objectif. Donc c'est différent. Parce qu'effectivement, si tu te réveilles un matin et que la veille, tu as acheté une formation et tu te dis, OK, donc j'ai acheté quelque chose, une formation.
forcément, je ne pense pas que tu vas mettre le nez dedans. Si tu te réveilles le matin en te disant, aïe, hier, j'ai fait un investissement qui va me permettre, dans un an, de pouvoir avoir ce que je veux. C'est différent. Tu es inspiré. Tu vois, il y a une vraie différence de logique. Si tu es un mouton, et tu suis tout le monde, en fait, parce que tu sais telle formation et toi aussi tu as envie de l'acheter, en fait, j'ai envie de te dire, est-ce que le commerçant doit être rendu coupable de ton achat, en fait? D'accord? Si tu as travaillé sur tes aspirations profondes, ok, ce que je veux, c'est ça, être indépendant, pourquoi? Parce que moi, de telle et telle façon, machin, et que tu achètes un outil qui te permet d'atteindre cet objectif, il y a peu de chances, en fait, que tu n'ailles pas au bout de cette formation. Et on le voit, il y a une vraie différence entre. Alors, tu sais, on avait fait une étude sur les gens qui ont réussi la formation WMA. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un point commun entre tout le monde. C'est soit ils n'avaient pas le choix de réussir, j'ai pas le choix. Donc, quand on n'a pas le choix, qu'est-ce qui se passe? Il te reste un mois pour un mois de trésorerie. Et puis là, c'est le point, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien du tout. Tu as une formation que tu as achetée 2000 euros. Et c'est un programme étape par étape qui peut, en un mois déjà, te permettre d'avancer, de faire avancer ton business. Tu vas le faire ou pas? Tu vas le faire. Parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. D'accord? Et il y a ceux qui ne se laissent pas le choix. Qui disent, OK, tu sais quoi, j'ai investi, j'ai mis 2000 euros. Ma parole que je vais utiliser cette formation, intégrer à mon emploi du temps. Maintenant, les conseils que je vais donner aux gens, c'est quand on achète une formation, je veux dire, c'est un premier pas. Quand on fait une course, quand on fait je sais pas, un 100 mètres haie, le fait d'avoir marché 1 mètre ou d'avoir couru 1 mètre, ça ne sert à rien en fait. L'objectif, c'est d'aller au bout de la course. Donc, c'est de planifier en fait une formation. Je vais planifier les moments au cours desquels je vais travailler dessus. Ok, donc, ça sera tous les matins de 8h à 9h parce que c'est là où je suis le plus productif. Je vais travailler de 14h à 15h. C'est là où je serai le plus productif aussi. Et je vais aussi me rappeler de pourquoi j'ai ça. Donc, il y a un certain nombre d'ingrédients qu'on peut ajouter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, le premier, j'ai allez, j'ai dû investir au moment où je te parle, j'ai dû investir presque 100 000 euros dans des formations. Presque 100 000 euros. Est-ce que j'ai tout fait? Absolument pas. Donc, moi aussi, j'ai des formations qui dorment, mais je sais au plus profond de moi-même qu'au moment opportun, j'irai parce que c'est quand j'aurai le besoin, j'irai et que je planifierai de cette façon-là. Ok, d'ailleurs, on va venir à la prochaine question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont acheté ta formation et qui ont échoué totalement et pourquoi ils ont échoué? Même, je ne parle pas de personnes qui ne sont pas motivées, je te parle de personnes motivées qui ont fait ta formation ou une de tes formations et qui ont échoué. Et pourquoi ils ont échoué à ce moment-là? Est-ce que toi, tu as des réponses claires? En fait, moi, tu sais, je peux regarder. Tu vois, il y a un principe qu'on appelle la zone de contrôle. Il y a des choses sur lesquelles moi je peux travailler, je peux agir même dans la relation commerciale. Il y a des choses que je peux pas maîtrise pas. Tu sais, quelqu'un qui vit une situation très difficile, un divorce par exemple, qui divorce et ça crée un choc émotionnel, tombe dans une dépression. Est-ce que cette personne-là, qui est en bonne santé quand même si elle est en dépression depuis peu, elle est quand même en bonne santé. Est-ce que cette personne-là aura la même vision du monde et des possibilités et des opportunités qu'une personne qui vit dans une harmonie, dans son foyer, etc. Non, Mm. pas du tout. Donc ça, je ne peux pas le maîtriser. Le modèle du monde du client, pardon, le modèle du monde du client, je ne peux pas le maîtriser. C'est son monde à lui, en fait. Je peux pas agir là-dessus. Donc, est-ce que, par exemple, des personnes qui se séparent, si je prends cet exemple-là, est-ce qu'on peut dire, à ton avis, pourquoi les gens divorcent? Ça peut être mille et une raisons, en fait. Tu sais, je peux pas donner une réponse type, c'est normal, c'est à cause de la belle-mère. Non, c'est pas que ça, tu vois. Il y a des gens qui, à cause de ça, les familles, les machins. Et ben dans une formation, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a d'innombrables facteurs qui font qu'une personne ne va pas au bout d'une formation. Cependant, ce que j'ai pu remarquer avec le temps, c'est que c'est pas parce qu'une personne, dans l'année, elle n'a pas fait la formation, que l'année suivante, elle ne va pas la faire d'un trait et réussir. Les gens qui ont échoué, et il y en a eu, sont des gens qui déjà à la base, avaient, tu sais, il y a cette fameuse phrase que Tarek répète souvent qui dit: «Tu crées ce que tu crains». Tu vois? Mm, Et ben, mm, il y a des gens, en fait, souvent, ils créent ce qu'ils craignent, ce qu'ils craignent. C'est-à-dire que quand ils te posent une question, dans leur question, il y a mille et une objections. Ils ne sont pas dans une démarche de trouver une solution. Ils sont dans une démarche de s'auto-saboter. Mais ils ne le savent pas.
Alors toi, tu peux pas dire aux gens, tu sais, nous, on est un peu formés en psychologie et pas dire aux gens: «Non, mais là, tu es en train de t'auto-saboter». Tu es obligé, tu vois, quand ça se produit, tu es obligé d'argumenter, de communiquer avec cette personne de façon à l'encourager une nouvelle fois. Je vais même te donner un exemple. Tu vois, je te parle de la zone de contrôle, chose qu'on peut mettre en place, nous, pour aider les gens à réussir. On a même mis en place un principe où quand une personne, de manière régulière, contacte le service client en étant pessimiste, eh bien, on lui ajoute une note sur sa fiche et on l'ajoute à une campagne de remotivation. Mais c'est-à-dire qu'elle va recevoir des mails spécifiques pour la remotiver. Je ne sais pas si tu t'imagines jusqu'où on va pour essayer de tirer les gens et essayer de leur tendre la main pour qu'ils puissent prendre leur vie en main. Parce que je sais, moi, je sais qu'il y a un truc que je regrette, c'est de ne pas avoir pris conscience de toutes ces opportunités-là, de ce que j'étais capable de faire avant ça. Et les gens, en fait, de manière complètement c'est sûr, en fait, tu vois, ça va arriver aussi. Et on va se dire, j'avais une formation entre les mains et j'aurais pu faire les choses, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, je ne l'ai pas fait. Et bien sûr, alors si on est honnête avec soi-même, on va se rejeter la faute sur soi, la responsabilité. Si on n'est pas honnête avec soi-même, on va dire, c'est le marketeur. D'ailleurs, le marketing, c'est pas bien. Voilà. Et j'ai une question aussi. Donc, tu as une formation qui s'appelle WMA, où la promesse de cette formation, c'est de partir de rien et de faire un lancement à 10 000 ou 15 000, je ne sais plus. Arrête-moi si je me On peut trompe. dire ça comme ça. Euh, En termes ça fait déjà, je sais que voilà, j'ai travaillé avec des personnes qui ont fait ta formation en 2013. Aujourd'hui, en 2020, en termes de pourcentage, combien de personnes ont atteint cet objectif? Un faible pourcentage. Un faible pourcentage. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment ça. Tu sais, le fait de poser cette question de cette façon-là amène du pessimisme. C'est une question de pessimiste. C'est quoi le pourcentage? Bah, c'est, allez, disons 20% la première année. Ouais, bon, bah, ça veut dire que ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, tu sais, le mindset, tout à l'heure, on parlait du mindset américain. Le mindset américain, c'est dire 20%, c'est magnifique, 20%. Donc, tu as 20% de gens qui donnent vie à leurs rêves. Tu as 20% des gens qui partent de zéro et que ça devient donc des entreprises rentables. Tu as 20% des gens qui changent complètement. C'est énorme. Comment on fait ces 20%? C'est ça la vraie question. Parce qu'on est tous capables de faire des trucs de fou. On est tous capables de soulever une voiture quand ton enfant il est sous la voiture et que voilà, il a besoin d'aide. On est tous capables de courir plus vite qu'un léopard quand on se fait courser par un lion. On est tous capables de faire des trucs de fou. Mais tout part de nous. Donc, ça veut dire que les ressources sont déjà là. Donc, tout part du mental. Si ton mental, il est dans voir un petit peu ce qui est négatif, les angles morts d'un concept ou d'un projet, bah forcément, tu n'iras pas très loin. Tu ne te laisses pas le choix, tu brûles les navires, eh bien, tu réussis. Alors, donc, la première année, nous, on avait calculé qu'il y avait à peu près 20% de gens qui allaient au bout de la formation. Première année. Mais ensuite, ça ne prend pas en considération les gens qui reprennent la formation après. Par exemple, on a Samira de Studies qui expliquait dans un live la dernière fois. Donc aujourd'hui, donc elle vit de son business presque. Elle a dit ça fait 5 ans que j'ai commencé la formation. Est-ce qu'elle a l'air d'être triste, pas épanouie? C'est l'une des personnes les plus positives que je connaisse aujourd'hui. Et elle a mis 5 ans. Alors, est-ce que ça valait le coup? Bah écoute, quand tu as une balance, 5 ans pour arriver à ce résultat, 5 ans, tu as un taf qui ne te plaît pas du tout ou tu as envie de te tirer une balle tous les matins quand tu prends le métro. Donc, je ne sais pas. Est-ce que à toi de voir, à toi de juger. Franchement, c'est une très bonne réponse. Et là, on va en venir à une C'est question. une très bonne réponse, c'est une vraie réponse. Et tu sais quoi, franchement, franchement, je rêvais d'un moment comme ça où on pose ces questions-là, des vraies questions. Pas simplement des questions où on balaye le truc en surface. Là, c'est des vraies questions et Ouais. ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Franchement, moi, justement, je voulais partir en profondeur et d'ailleurs, vient la prochaine question. Est-ce que tu as déjà accepté des clients qui ont des projets que tu ne crois pas du tout? Pour toi, ça ne marchera jamais, mais tu les acceptes quand même en tant que client. Jamais. Je te le dis clairement. Après, tu vois, c'est une vidéo qui sera officielle. Il y a mon équipe qui pourra confirmer aussi. Tu sais, à un moment donné, on avait fait une séquence de, comment dire, on avait contacté des gens. J'ai moi-même parlé au téléphone avec 45 clients potentiels. Parce que ce que je voulais, c'est enregistrer les conversations et donner à mon équipe des arguments
commerciaux, voir un petit peu comment ça fonctionne, un entretien et tout. Et sur ces 45 personnes, je crois qu'on en a accepté 13. Mm, Tu vois mm, ce que je veux dire? 13. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison éthique déjà. Quand tu sais que la personne, elle n'est pas faite pour ça ou que tu n'acceptes pas, tu vois, je veux dire, je vois, il y a des gens, leur pourquoi puissant, la raison pour laquelle ils veulent se lancer dans la formation, elle est floue en réalité. Même eux ne savent pas réellement pourquoi ils veulent le faire. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui fait de l'humanitaire et qui dit je veux aider l'Afrique. C'est trop vaste en fait. Je veux aider l'Afrique. Est-ce que c'est un truc où tu arrives à te projeter? Non. Il y a 36 000 trucs en fait à faire. Je dis par exemple, je veux forer des puits au Sénégal, dans l'ouest du Sénégal, parce que c'est là où il y a le plus de. Ouais, là, on est dans un projet concret. Tu as plus de facilité à te projeter. Donc, euh, donc, est-ce qu'on accepte tout le monde? Je veux dire, la formation, elle est accessible à tout le monde. Cependant, quand les gens nous font valider une idée, si on voit que l'idée, elle est bancale, moi, je n'hésite pas à le dire, clairement. Tu vois. Et on a des outils aujourd'hui dans le premier module qui permettent quand même de filtrer l'information. On s'est rendu compte d'une chose, c'est que, tu vois, on te donne tout en fait sur un plateau d'argent. Et tu as des gens en fait qui vont te poser des questions à toi sans passer par ces étapes-là. Mais moi, en fait, je ne maîtrise pas tous les marchés. Donc, je peux te donner un avis sur la base de tous les marchés que j'ai étudiés, toutes les industries, mais je n'ai pas réponse à tout, tu vois. Donc voilà. Mais par contre, quand le projet est bancal, l'état d'esprit n'est pas au rendez-vous, moi, je donne la réponse qui me semble la plus sage d'une certaine façon. Sur deux personnes qui vont venir me demander si elles doivent quitter leur travail, bah, peut-être que l'un, je vais lui dire, ouais, tu peux quitter ton taf, tu es prêt. Et parce que je vois, j'ai décelé en fait, non seulement ses capacités à pouvoir gérer l'aventure entrepreneuriale, mais aussi la possibilité, moi, de pouvoir l'aider en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je prends pas trop de risques. Je me dis, bon, bah, il peut se lancer, il peut quitter son taf. Dans le pire des cas, je peux aussi, si ça marche pas, je peux aussi lui donner quelque chose. Il y a d'autres personnes, en fait, qui me disent ça. Et je dis, non, absolument pas. Travaille reste salarié et continue à travailler sur ton projet entrepreneurial. Donne-lui vie pro. Et quand tu seras prêt, bah, tu te lances, en fait. Parce que on voit bien qu'au niveau de l'état d'esprit, c'est pas encore très solide. Ouais, j'ai une question et j'aimerais que tu me répondes sous forme d'anecdote. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont commencé ta formation mais en n'y croyant pas du tout et au final sont super satisfaits et qui vivent de leur passion, de leur rêve, etc. Alors, je ne peux pas donner de nom, par contre. Je ne peux pas donner de nom, d'accord? Mais je me souviens que j'avais parlé à donc un frère qui connaissait rien du tout hein, au web marketing, c'était pas du tout son domaine, mais il voulait lancer donc un institut en ligne. Et c'est vrai que les premiers échanges qu'on a eus, il était salarié. Et je lui dis, mais vas-y, lance-toi et tout. Moi, je suis très enthousiaste. C'est vrai que moi, de manière générale, je vois plus le positif que le négatif. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans le sens où ça va m'encourager à aller toujours plus loin dans les projets sur lesquels je travaille. C'est pas bien parce que des fois, en fait, je me rends compte que la montagne, c'était pas le Mont Blanc, c'était l'Everest, tu vois. Je dois prendre des dispositions nouvelles. Et donc, je suis là, je l'encourage, etc. Et en fait, je voyais bien qu'il n'y croyait pas du tout, en fait. Et il voulait rester dans son travail. Et il s'est passé quelque chose dans son travail qui fait qu'il était obligé de partir. Il devait avoir une promotion, il ne l'a pas eu, et donc il était obligé de partir parce que finalement, ce n'était pas ce qu'il attendait, en fait, de sa carrière professionnelle. Il a dû se lancer dans le grand bain. Et aujourd'hui, en fait, il fait partie de ceux qui ont bien réussi sur Internet. Je ne dirais pas que c'est un marketeur, qu'il maîtrise tous les rouages du système, mais il a su s'entourer de gens qui, aujourd'hui, maîtrisent cet aspect-là. Et lui, il a le budget en fait pour pouvoir rémunérer et déléguer, donc il le fait. Il connaît le principe de base, mais il a délégué en fait cette partie-là. Donc oui, il y a plein de gens en fait qui ont commencé en partant de zéro. Il y a même des gens en fait qui ont été très critiques vis-à-vis de la formation WMA, très critiques, en déconseillant les gens d'y aller, et qui aujourd'hui en fait recommandent cette formation parce que ils ont compris ce qui se passait vraiment de l'autre côté. Tout est une question de vision du monde. C'est est-ce que toi, tu as la vision du monde qu'un enfant de 3 ans? Non. Quand on voit un enfant de 3 ans chez le médecin et que le médecin commence à lui mettre le truc partout, il est en panique, il pleure, il crie, etc. Il a l'impression de se faire brutaliser, que le médecin, lui veut du bien. Tu vois. Donc, parce qu'on n'a pas la même vision. Entre la vision du monde salarié, fonctionnaire, pour vraiment prendre le truc ou fait vraiment zone de confort, et un entrepreneur, c'est normal qu'on ne voit pas le monde à travers le même filtre et qu'il y ait des réglages à faire.
même au niveau de la communication. Est-ce que tu as un dernier mot? Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Moi, en fait, je veux dire un truc de très important, parce qu'on vit aujourd'hui une situation exceptionnelle euh, où tout le monde a eu peur. J'ai eu peur, moi aussi. Tu sais, on a beau être là, avoir un mindset, etc. Tu te dis, attends, je suis peut-être en train de vivre un moment, c'est peut-être la fin, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, quand le Covid-19, ça a commencé à se répandre, moi, je suis pas trop lié aux informations télévisées et tout. Et à un moment donné, j'étais obligé de me dire, ah ouais, non, c'est vraiment sérieux, faut que je regarde. Et j'ai commencé à analyser. Et franchement, ça rimait avec apocalypse. Et quand tu sais que la fin est proche, ou quand tu sens que la fin est proche, bah, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'étais, est-ce que j'ai œuvré, que j'ai transmis ce que j'avais envie de transmettre? Est-ce que j'ai passé assez de temps avec mes enfants? Est-ce que j'ai passé assez de temps avec mes parents? Est-ce que j'ai appelé? Est-ce que j'ai pas des fautes à me faire pardonner? Est-ce que toi, tu te poses 36 000 questions? Mais le problème, c'est que c'est trop tard, en fait, à ce moment-là, de se poser des questions. Parce que c'est la fin du match. Quand tu te foot, c'est pas à la 90e minute que tu te dis, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer de prendre des options de but. Non, c'est direct, dès que tu rentres dans le terrain. Et ça m'a fait prendre conscience que quand on a des objectifs ambitieux, déjà, il faut se les fixer. Quand on a des objectifs ambitieux sur le plan personnel, professionnel et spirituel, le match, c'est tous les jours, en fait. On n'attend pas la fin du match pour jouer. Ça, c'est la première chose. Et j'ai un deuxième truc à dire, très important. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant. C'est, j'invite vraiment tout le monde à développer un esprit critique et de ne pas avoir de boutons. Tu sais, on a à suivre la vague. Quand tu arrives sur un post Facebook et que tu vois 4 commentaires négatifs sur quelque chose, ça vient influer sur la réception que tu te fais du message qui est écrit dans le post. Pourtant, bah, le message il est positif, mais comme il y a 4 messages très négatifs ou même insultants, eh bien ça vient perturber, même si tu es quelqu'un de bienveillant ou de gentil. Tu vas pas kiffer ça. Tu vas pas dire non, vous êtes fous, c'est génial. Donc, vraiment garder un esprit critique. Quand on analyse une information, on l'analyse à travers des faits et puis on l'analyse de manière bienveillante, que ce soit pour soi, pour le monde en général. Quand on veut analyser l'un de ses échecs, on ne se dit pas ouais, mais je suis nul. Ou on ne se dit pas ouais, t'as vu, lui, il m'a arnaqué, c'est un escroc. D'ailleurs, le marketing, c'est de l'escroquerie. Non, on se dit ok, qu'est-ce que ça, cet échec, il peut m'apporter de concret? Et je t'assure que ça change tout. Un dernier point, et après, je te laisse tranquille. Euh, Moi, je veux vraiment que les gens. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde aujourd'hui. C'est l'une des vérités qui m'a le plus fait mal dans ma vie. Parce que moi, je suis quelqu'un, je veux tout le monde à un moment donné. Et quand tu vois que tu plais à tout le monde, c'est voué à l'échec, en fait. Et puis, c'est pas parce que tu plais pas à quelqu'un aujourd'hui que demain, tu lui plairas pas. Tu vois? Donc aujourd'hui, en fait, j'invite les gens qui ne sont pas forcément attirés par ce que je fais à ne pas me suivre. D'accord? Tout simplement. Moi, vraiment, si en toute transparence, je donne le meilleur de moi-même pour impacter le monde sur plus ou moins, sur plusieurs générations, à plus ou moins grande échelle. Et c'est ce que je fais dans mes formations. Si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas quelque chose qui fait partie de vos priorités, si ça ne matche pas entre nous, bloquez-moi, désactivez-moi, ne venez pas vous abonner à ma newsletter. Si par contre c'est un sujet qui vous parle, eh bien, j'ai envie de vous dire que je dirais pas que je suis la meilleure personne pour vous aider, mais je dirais que je suis animé par ce que je fais et puis je veux attirer les gens qui sont animés par les mêmes objectifs, tout simplement. Barakallahu fek Saïd, franchement c'était top et ça se voit que tu es animé, on le ressent très bien et voilà, donc tu es quelqu'un de vraiment passionné par ce que tu fais et merci d'avoir accepté cette interview et merci Avec de faire plaisir. ce que tu fais aujourd'hui.